On est très heureux d'être en votre compagnie. Bonsoir et merci d'être avec nous, comme tous les jours. Dans le Grand Talk du lundi au vendredi, nous sommes en compagnie de tous nos chroniqueurs, les meilleurs d'Afrique et du monde. Mesdames et messieurs, nous avons sur le plateau M. Élisée Polouboué. Bonsoir. Bonsoir Élisée. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous allez bien Élisée? Très très bien. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Tous les deux, votre week-end? Week-end croisé? Ben, moi, il était très bien. J'étais à l'intérieur du pays. Je profite en tout cas pour saluer encore quelqu'un qui m'a bien reçu, le pasteur Innocent à Yamoussoukro, à qui je fais un coucou. Merci en tout cas pour la réception d'hier. Que Dieu te bénisse. En fait, ça s'appelle un atalakou, alias un spot. Surtout, ça s'appelle un placement de produits. le pasteur vous a accueilli, vous a... Oui, il m'a bien reçu. Il en tout cas, il était sympa et il m'a demandé de transmettre ses salutations à toute l'équipe parce qu'il suit l'émission régulièrement. Très bien. Et je pense que la prière du pasteur a été entendue parce que la première chose, le premier miracle de Jésus, c'est la multiplication des pains. Et là, après la prière, le premier miracle de Jésus, ce n'est pas la multiplication du pain. C'est quoi? C'est la transformation de l'eau en vin. C'était la même chose? Non, ce n'était pas la même chose. C'est la multiplication? Bon, c'est pas grave. Ça fait un peu MTV. Je me mets au coin parce que je suis venu officiellement. Bon, je me suis mis au coin voilà, pour le principe. Non, viens. Tu es gracié. Ça va. Je m'excuse auprès de tous mes pères spirituels, de tous ceux qui avaient foi en moi. Mais en fait, je voulais juste parler de la multiplication de mugs. Voilà, juste après la prière, Élise en a eu beaucoup. Voilà. Ben, je le dois à Abou. Chrétien de pacotille. Bonsoir Daouda. Kevin, je n'ai pas eu votre week-end. Non, rien de très fulgurant. Je suis resté chez moi, week-end tranquille. J'ai profité de mes sœurs, de ma famille. Voilà. J'ai vu des photos de vous. Allez à Wakanda, t'as regardé Wakanda Forever? Ah oui, le vendredi, j'ai été. Voilà, très bien. Voilà, ça faisait pas partie de ton week-end, c'est ça? Non, mais pour moi, le week-end n'avait pas encore c'est notre chrétien. J'ai été voir, oui, l'avant-première de Black Panther 2. Ouais. C'était très bien, Wakanda. Très bien. Madame Bleu et Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien. Alors, tous les deux week-ends? Ben, mon week-end était calme, j'ai plutôt beaucoup dormi. Franchement, le week-end, je dors beaucoup. Vous étiez couché? Pour être calme, ça l'était. Hein. Oui, vous étiez couché, vous n'avez pas dormi, Daouda? Non, j'ai beaucoup dormi. C'est parce que tu as dit en off. Hein? Parce qu'il faut récupérer en fait. Voilà. D'autant plus que la semaine est très chargée. Voilà. D'accord. Madame Bleu? Je vais regarder tout à l'heure. Tu es sûr que tu allais reposer? Voilà, c'est joli ça. Non, moi j'ai fêté, c'était l'anniversaire, le premier anniversaire de mon troisième gosse. Ah oui, mon troisième garçon. Noah. Donc Noah. Ouais. Il a fêté ses 1 an et bravo, on s'est bien amusé. Voilà. Joyeux anniversaire. Je l'embrasse. Il regarde tous les soirs, il a maman. Alain et André, bonsoir. Comment allez-vous tous les deux? Bien, on reprend l'unisson. Oui. Bien. Vous étiez dans des endroits différents, vous avez peut-être fait la même chose dans des endroits différents. Moi aussi, j'étais à la maison. Je n'ai vraiment pas bougé du week-end. Ah bon? Ouais. Très bien. Moi aussi. C'est-à-dire quand vous quittez Bassam pour venir à Port-Boué, c'est pas bougé. Quand vous quittez Bassam pour venir à Port-Boué, c'est pas bougé. Non, à Port-Boué, c'était pour rechercher des enfants. Donc, c'est pas le week-end festif. Très bien. Alors, vous étiez au Gondwana, vous? Oui, vendredi soir. Et vraiment, c'était un très très beau moment. Ouais. Félicitations à toi ainsi qu'à toute l'équipe, et notamment à Abdallah. Oui. Maladama aussi, était très bien. Ouais. Mais comment ça, félicitations? Il s'est passé quoi? C'était... Non, mais j'étais... Vendredi prochain, on va au Gondwana. Tu étais où? Je présente le Gondwana Club. Ah d'accord. Tu aurais pu nous inviter. Non, mais tu n'étais pas là quand même. Tu étais au cinéma. Tu étais au cinéma. Tu peux être partout. C'est ça, il est... Tu n'as pas le don d'ubiquité, Kevin. Tu n'as pas le don d'ubiquité. Nous, on était ici, on n'a pas été totalement invités, mais bon. Vous dormiez, Daouda. Mais le vendredi prochain, tu nous invites? Oui, je vous invite aussi. Ok. Vous serez tous là. Bon, en tout cas, dormir tout le week-end, c'est vraiment des tendances de petits bourgeois, là, hein, Daouda, attention. Hein. Non, ce n'est pas des tendances de petits bourgeois, mais le corps a besoin de se reposer. Le corps, tu aurais pu le dire avant quand tu écumais les conférences de presse. Maintenant que tu ne fais pas la course au perdien. Quand vous appelez Daouda, c'est son assistant qui appelle. Mais là, franchement, le boss, là. Daouda, j'espère que tu vas. Je me sens attaqué. Là, il t'a touché.
C'est pas grave. Quand je vous ai appelé, c'est votre assistant qui a décoché qui dit le boss dort. Jessica, comme tous les jours, enfin, vous comprenez. Pour le rendez-vous, s'il vous plaît, ovation pour Jessica qu'on rejoint. Merci. Pour son point. Bonsoir Jessica, comment allez-vous? Voilà, ça commence à devenir... Ça va. Ouais, on va très très bien. Votre week-end, monsieur, rassurez, installez-vous. C'est ça, je constate, mais votre week-end, il était... Ah, Beaucoup bu quoi? bu, est-ce qu'on peut s'arrêter? On a tous entendu beaucoup Oh là bu. là. Moi, j'avais dit bu, hein. Beaucoup bu. J'étais prêt, merci à vous. J'étais prêt à la place du coin là. Je me déplace parce que je vous remets un micro. Voilà. C'est de Et bon ton on va que de regarder dire la j'ai caméra lu. d'Olivier. C'est ça le truc de Mais pourquoi tu veux qu'elle fasse ce que tu as fait? Oui, j'ai beaucoup lu. Je lis beaucoup les Elle a chroniques encore le temps de lire. sur Wattpad, c'est une application. Donc je lis beaucoup quelques chroniques là-bas. On apprend, c'est vrai qu'on ne voyage pas beaucoup, donc on compte sur les chroniques Très bien. pour enrichir notre culture générale. Très très bien, on dit que les livres, c'est les fenêtres de notre cœur. Je suis bien d'accord, c'est tellement bien dit. Je sais. Alors Brice, j'ai 2 points ce soir. Dans ma petite chronique, la première, elle est nécrologique. Malheureusement, Maître Agathe Baron est décédée. Une éminente avocate de notre pays s'en est allée. Selon des sources proches de sa famille, elle était membre de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Lors de son procès à la CPI, Maître Agathe Baron a fortement participé à obtenir la libération de Laurent Gbagbo lors de son procès à la Cour pénale internationale. L'ancien président avait été accusé de crimes contre l'humanité avant d'être acquitté après 9 ans de procès. L'ex-conseillère au Conseil constitutionnel ivoirien, elle était rentrée au barreau d'Abidjan où elle exerçait en tant qu'avocate. Et bien, on apprend dans la nuit de ce vendredi 11 novembre son décès malheureusement survenu à Bordeaux en France des suites d'une maladie. Vraiment, toutes nos condoléances à sa famille. Et on puis, aura tout à l'heure beaucoup l'occasion de courage. parler de Docteur Maître Simone Baron. Évêque Gbagbo, C'est ça. qui était l'épouse de Laurent Gbagbo, a présenté ses condoléances à toute la famille, à toutes les personnes qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Donc, beaucoup de courage à toutes et à tous. Ça, c'était mon premier point. Le second, il est un peu plus festif. On se souvient de notre petit Freddy, qui avait eu son buzz sur les réseaux sociaux à la suite de sa vidéo où il dansait. Et bien, ce week-end, il a été sacré meilleur buzz 2022 aux Oscars de la culture baoulée. Ce week-end, à Yamoussoukro. Nos sincères félicitations à toi, Freddy, notre ambassadeur de la danse baoulée. Merci infiniment. Et puis, bonne émission, mesdames, messieurs. Merci Jessica. Merci. Les Oscars de la culture baoulée. Oui, les Oscars de la culture baoulée. Freddy a eu son trophée. On aura Oscar tout de la vu. musique baoulée. Kérosène a eu Est-ce son... que notre très cher André a des nouvelles d'une artiste baoulée très connue qui s'appelle... Léontine Bécla. voilà, elle a été primée, vous savez pas? Non, je ne sais pas, parce que là, je l'ai appris. Bravo, Jessica, parce que là, j'ai appris qu'il y avait ces Oscars de la Si. musique baoulée. J'espère que Léontine Bécla a été primée, parce qu'elle est Mais tu aurais pu excellente aller comme acheter chanteuse. ton prix. Non. Au cours de cette... Mais Monsieur de Perpignan, qui est forcément l'un des baoulés les plus introduits. Les plus connus, les plus introduisants, Il c'est sera là sur notre plateau tout à l'heure, il aura l'occasion d'en parler. Et puis, Jessica nous lisait, parlait de Maître Baron, donc on aura l'occasion, avec nos invités tout à l'heure, les invités du Talk, de lui rendre un hommage sur notre plateau, de parler de sa vie, parler de quelques anecdotes, de son œuvre, de sa profession. On aura cette occasion-là tout à l'heure au cours de notre rendez-vous du soir. Le Grand Talk, c'est aussi un petit moment, hein, quand même. Ben, bien sûr. C'est pas le titre de la chanson? Mais les jeunes ne connaissent pas. Je suis Le un- titre Moi, de la j'avais chanson? Jimmy Cliff. Hein. Oui, Jimmy Cliff, le titre de la chanson. Je vais aller n'a pas plus habitué de simplement en répéter. disant Donc, Jimmy Reggae Cliff. Night. Reggae Night, bien sûr. Moi, je connais la chanson, mais je ne savais pas que c'était Jimmy Cliff. Voilà. Vous avez toujours pensé que c'était pas... toujours pensé que c'était pas... Voilà. Tu m'as regardé droit dans les yeux, tu as fait.
Je connais pas. Un Non. coup, tu connais, mais tu savais pas Non, que quand il a fait. Non, lorsqu'il est rentré dans la chanson. Il come together when we Arrête feel de it right. massacrer. Vraiment, Il est le pas reste là, sérieux, moi, c'est je connais. Voilà. Le nénou. Ça, au moins, Surtout j'ai le déjà entendu. Voilà. Bon, il fallait pas choisir cette chanson. Parce Ouais, que là, Il connaissait la chanson, mais il ne savait pas de qui c'était. il y a des gens qui ont souvent massacré l'anglais, mais pas à ce point. C'est lunaire. Vous êtes ici là en train de parler de massacrer l'anglais. Quand Rihanna chantait sa chose, j'ai parlé de Rihanna. Rom, bom, pom, pom, rom, pom. Tu entends ce qu'on chante dans le bar là-bas? Chacun dit pour lui, hein? Bah, bon, bon, les amis, on profite, je fais un petit coucou à Rihanna, vous en parlez, voilà, tous nos bons sentiments, donc à Rihanna, bonne pensée pour ma jugée. On t'aime fort, ma chérie. Bon, les amis, l'info du jour, ça devient beaucoup plus sérieux. Eh bien, c'est la police nationale qui a lancé donc une vaste opération de contrôle routier ce lundi. La police nationale a annoncé donc hier dimanche, dans une note d'information, qu'une opération donc de contrôle des immatriculations fantaisistes, des visites techniques des assurances et autres vitres teintées serait donc allait être lancée. Donc, je conjugue au passé à la date de la production du communiqué. L'opération donc a été effective ce lundi 14 novembre 2022 sur le plateau. Avez-vous été contrôlé en circulation? Non, Bah, moi. j'ai juste constaté que la circulation était en tout cas assez fluide quand même. Ouais. Assez fluide. J'ai vu également les retours sur les réseaux sociaux de personnes qui postaient des vidéos du trafic. Ouais. Donc, C'était plus ça fluide m'a- que d'habitude. C'était plus fluide que Oui, d'habitude. On ne souhaite pas qu'il y ait ce genre d'annonce tous les jours sur la page de la Direction générale de la police. Mais bon, ça montre que D'accord. beaucoup de personnes ne sont pas en règle. Tout de suite, importance de l'opération, et puis après on parlera d'autre chose. L'importance de cette opération, Élisée, selon vous? Ouais, c'est une opération qui est importante, mais bon, moi je trouve qu'elle ne devait pas être juste spontanée. Non, C'est quelque chose qui doit. Importante, déjà, après on Oui, parlera c'est une de... opération qui est importante, oui. Très bien, je Ça, reviens à c'est vous clair, ouais. pour ce qui n'est pas. Donc, importante à votre avis? Non, pour moi, c'est très important. Mais il ne faudrait pas que ça s'arrête à. Non, vous aussi, Un vous coup aussi, de vous aussi, classe. vous aussi, vous aussi, vous aussi, vous aussi, C'est quoi d'accord. ces brimades là? Non, mais une Non, opération. mais on a un premier point, c'est l'importance. On peut définir quand même l'importance, d'autant plus que cette opération permet de sortir. Oui, bien sûr, Brice. À partir du moment où c'est une opération policière qui consiste à nous faire, à nous mettre en règle vis-à-vis de la loi, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a des véhicules, ils sont nombreux ces véhicules-là dans notre pays, qui ont de fausses plaques d'immatriculation, qui ont des vitres teintées, qui ont des plaques fantaisistes? Absence On en parle un tout d'assurance petit et peu. tout ça. Absence d'assurance, Il selon y en vous? a plein. Oui, il faut parler. Non, il y a beaucoup de véhicules qui sont d'abord qui ont beaucoup de fausses plaques d'immatriculation. Et en plus de cela encore, il y a beaucoup de véhicules qu'on croise dans la ville qui ont des vitres teintées. Or, pour avoir une vitre teintée, pour avoir une autorisation spéciale du ministère, qu'on appelle ça, de l'Intérieur et autres. En plus de ça, souvent même en pleine circulation, tu vas te retrouver avec deux véhicules qui ont la même plaque d'immatriculation. On ne sait pas comment ça arrive, mais vraiment, c'est assez complexe. Ça raison. Madame Bleu ou Alain? Oui, deux plaques d'immatriculation identiques, voire même deux plaques d'immatriculation sur le même véhicule, comme on l'a vu Oui, c'est ça. la dernière fois. Non, je pense qu'il faut renforcer le contrôle parce que, d'abord, pour des raisons de sécurité et puis pour des raisons économiques, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de propriétaires de véhicules qui échappent au paiement des taxes. Et tout cela n'est pas très, très civique. Moi, je voudrais revenir aussi sur J'ai vu des commentaires hier, lorsque l'annonce a été faite sur la page Facebook de la Direction générale de la police. L'intérêt d'annoncer, de faire une annonce officielle de cette opération de contrôle. Certains décriaient le fait que ce n'était pas nécessaire de faire ce genre d'annonce. Ça devient moins important. Et là, je redonne la parole. Ah oui, je suis allé un peu plus vite en profondeur, Quand oui. on a fini le plan tel décor de l'importance de l'opération, il n'y avait pas que ça. Malheureusement, vous dénoncez un certain nombre de choses concernant cette opération et je reviens à tout le Moi, monde. je pense que ça ne doit pas être une opération inopinée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas juste choisir une date et puis lancer une telle opération. Moi, pour moi, c'est une opération qui doit être permanente, en fait. Parce que la sécurité, puisque si on doit faire ce genre de contrôle, c'est justement parce qu'on estime que c'est nécessaire pour la sécurité. Ouais. Or, la sécurité, elle est permanente. Elle n'est pas juste dans un temps, elle n'est pas cadrée dans une période. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit être fait de façon régulière. Et puis, on n'a même pas besoin, pour moi, de faire une annonce spéciale pour dire qu'on lance une telle opération à telle date. Parce qu'aujourd'hui, si tant est que, bon, on n'a pas encore la preuve, les statistiques ne nous mettent pas directement en rapport avec le fait qu'aujourd'hui, la fluidité est due ou bien a été liée à ce fait-là. On ne peut pas tout de suite faire le rapprochement, mais on pourrait le penser. Je crois que pour ma part, c'est des opérations qui doivent être permanentes, continuelles, parce que ça y va de la sécurité. Et puis, bon, comme Est-ce qu'elles ne sont pas permanentes parce qu'elles nécessitent un dispositif particulier? Oui, mais voilà, je pense que c'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que la police est en permanence
sur la voie publique ou faire ces contrôles-là. Oui, Je pense que c'est pour nous parler de l'envergure de l'opération. Voilà. C'est-à-dire que, puisque de toutes les façons, les policiers, quand ils sont dans l'espace public, ils sont missionnés pour plusieurs choses. Il y a certains qui sont là pour la circulation, d'autres sont là parce qu'ils recherchent quelques malfrats. Donc voilà, donc ce jour, on dit, bon, on va concentrer les énergies sur ça. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cela. Donc, mais sinon, évidemment que c'est tout à fait permanent. Je ne pense pas qu'un policier qui est au bord de la route, si on n'est pas dans le cadre de cette opération, qui voit quelqu'un qui n'a pas une plaque conforme, il va laisser passer. Je pense que voilà. Et puis je pense, hein, comme tu le disais, c'est des opérations qui se font régulièrement au quotidien. Après, le fait de faire une annonce officielle pour dire qu'il y aura une opération de contrôle, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, peut-être qu'on peut le voir 2 ou 3 fois dans l'année, mais la police fait son travail. On a besoin peut-être de ce genre de coup d'éclat pour pouvoir permettre aux populations de se préparer. Mais de toute façon, si vous n'avez pas de visite technique et que vous avez une information ce dimanche, ce n'est pas le lundi que vous allez pouvoir vous mettre en règle. Ah non. Donc, non. C'est une opération qui est nécessaire. Ce genre de coup de communication, de ce coup d'éclat, c'est nécessaire pour la police de montrer aux citoyens et à la communauté, à la presse, qu'elle travaille. Mais au quotidien, ils sont sur le terrain. Au quotidien, ils font des contrôles. Au quotidien, ils font des saisies. Au quotidien, ils récupèrent des permis de conduire. Et tout ça, ça tenait dans... Ils travaillent. Exactement. Je vous ai, Kevin. Non, moi, je pense que ça nous conforte à l'idée que nous ne sommes plus ou pas dans un pays de non-droit et que voilà, l'hégémonie de l'impunité ou de la corruption diminue à peau de chagrin. En tout cas, l'impunité semble beaucoup s'étioler. On connaît la dangerosité d'une voiture qui roule sans assurance. Et moi, en fait, aujourd'hui, il y a une source policière qui m'a confié que 13 motos et 17 véhicules... proche. Une source policière. 13 motos et 17 véhicules. Je vois, ouais, ça a été évident. Arrêtez, Daouda. Mais il a dit policière. Et qui n'est pas ma mère, tout réduire non plus à À sa maman, on a dit. Oui, je connais d'autres policiers. Ouais, peut-être que sa Oui, maman n'a même 13 pas- motos et 17 véhicules ont été saisis juste au courant de cette mi-journée devant la commune de Yopougon. Il s'agissait en fait de véhicules avec des vitres teintées, tu l'as dit, et même des motos qui n'avaient pas d'assurance. Donc c'est dire à quel point l'opération était vraiment musclée. Et on sent vraiment, en tout cas, on a vraiment senti la dévotion des forces de l'ordre. Tu parlais justement de la corrélation entre la fluidité de la circulation et la présence des forces de l'ordre. Moi, je pense que oui, c'est parce qu'ils étaient vraiment présents que la circulation était vraiment Moi, fluide. j'irai plus loin. Vous parlez de corrélation, mais moi, j'irai plus loin. Peut-être la conséquence. Alors, imaginons que tous ceux qui n'ont pas... Pour quelle raison il y a cette fluidité? Peut-être parce qu'il y a des véhicules, non pas seulement qui ont été saisis, mais il y a des véhicules qui n'ont pas été en circulation. Qui se sont abstenus de rouler. Et c'est là peut-être que ça pose problème. Ces véhicules seront en circulation. Mais ils seront en circulation, mais ils seront contrôlés le lendemain, le surlendemain, Donc, les en fait, autres jours. Voilà. Ce que je vais dire maintenant, peut-être que ça va fâcher certains, ceux qui aiment défendre la police, mais moi, quand j'ai vu cette vaste opération de com pour dire on va contrôler les gens et que je vois qu'aujourd'hui, il y a une fluidité routière, ça prouve et ça me confronte dans ma position pour dire que la police, ce n'est pas son travail. Parce qu'on ne devait pas... Non, je termine. On ne devait pas en arriver là, dans la mesure où, si le travail était fait quotidiennement, chaque fois qu'on voit une vitre teintée, chaque fois qu'on voit une voiture avec la mauvaise plaque d'immatriculation ou pas de plaque d'immatriculation, on devait les sortir de la circulation. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de coup d'éclat, de coup de com' est fait. Je peux dire, depuis l'année passée, en fait, c'est la 3e opération. Parce que moi, j'avais des vitres teintées, mais après, on me les a enlevées parce qu'on m'a arrêté. J'ai enlevé. Donc la police fait son travail. Non, mais justement, ça devrait continuer. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est la 3e fois qu'on lance ce genre d'opération. Arrivé à un moment, il faut arrêter de lancer, et continuer. Une ville dynamique. On peut retirer ces véhicules. Que vous aviez si tu me votre permets. vitre teintée, je reviens à vous, Madame Bleu, vous avez votre vitre teintée, la police, dans son travail, vous a demandé d'enlever la vitre teintée. Oui, mais s'il continuait dans cette logique de contrôle, parce que André, je termine, je n'ai pas encore aimé, je termine. André disait tout à l'heure que la police est compartimentée. Il y a la brigade des mœurs, il y a l'URC, l'unité de régulation de la circulation, qui est tout le temps sur nos voies. Mais à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu devais être capable de lui dire, ou bien de le mettre en fourrière, ou bien de le contraventionner. Mais ce qui n'est pas fait. Parce qu'à la réalité, il y a une corruption profonde qui existe dans notre police. Permettez-moi de caricaturer avant de donner la parole à Madame Bleu. Abidjan est une ville dynamique. Tu t'es fait contrôler, on t'a demandé de retirer tes vitres teintées. Tu as plein de véhicules qui ont certainement été mis à la fourrière, mais on a tous les jours de nouvelles personnes qui utilisent des véhicules, qui les teintent et tout. Moi, mon voisin a acheté une voiture il y a 3 jours. Tu ne peux pas dire que la police, tu peux pas dire que la police ne fait pas son travail. Non, Non, je suis désolée. Oui, j'ai noté votre oui, je rebondis sur ce que Madame Bleu a dit.
D'où la nécessité d'étendre sur le temps ces genres d'opérations. Exactement. Parce que comme demain, on a fini aujourd'hui et qu'on va aller se reposer, que demain d'autres vont venir, c'est important La d'étendre. vraie question concernant ce plateau, Je finis. pensez-vous, ça, c'est peut-être pour enchérir, pensez-vous que si demain, un agent de la police, de l'unité de régulation de la circulation, voit une voiture avec des vitres teintées, elle dira, comme je ne suis pas dans l'opération, Oui, comme c'est je pas te laisse l'opération. passer. Mais je vais te poser, Elisée, si tu permets, hein, si tu non, permets, mais attends, oui. je vais juste aller plus loin. Oui. Il y a 2 ou 3 mois de cela, Oui. la DGPN, la Direction générale de la police nationale, a lancé une vaste opération contre elle-même, ses membres. Parce que pour la plupart des cas, généralement, ce sont les policiers, les douaniers, les gendarmes, les corps habillés, en gros, qui généralement ont des voitures sans plaque d'immatriculation pour certains, sans carte grise pour d'autres, sans dédouanement pour aller plus loin. C'est eux qui ont les vies teintées à tout moment. Pourquoi est-ce qu'ils ont lancé cette vaste campagne? Moi, pour ma part, je n'ai pas de chiffres, mais je me dis clairement que ce n'est pas forcément pour les particuliers, mais c'est pour eux-mêmes, leurs propres camarades et collègues. ça, en ça fait. porte D'accord, c'est quoi, noté. ça, Daouda Je vais revenir à Daouda tout à l'heure par rapport à ce qu'il vient de dire. Donc Kevin et Alain ont une réaction. Oui, évidemment qu'on ne peut pas laisser dire ça, Daouda. Je fais Franchement, interrompre. tu as une fâcheuse manie à mettre tous les policiers dans le même sac. Encore une fois, évidemment qu'il y a des brebis galeuses, mais quand la police ne fait rien, tu es le premier à crier sur tous les toits à corps et à crier que la police ne fait rien et qu'elle est totalement laxiste. Quand les policiers sont déployés sur le terrain pour stopper les circuits mortifères des contrevenants, tu es encore le premier à dire que oui, là, c'est parce qu'ils ont été déployés sur le terrain de façon spéciale, mais sinon, habituellement, quand tu as parlé, je ne t'ai pas coupé. Sinon, habituellement, ils ne font rien. Au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux. Parce que je pense que tu n'as jamais fait une formation de police. C'est facile comme ça pour toi de cabotiner sur un plateau de télé et de tirer à boulet rouge tout le temps sur les policiers. Moi, je trouve que ça se fait Très pas. bien. J'ai Alain et après Daouda. Non, après moi. Moi, je ne comprends Oui, pas et Alain André. ce procès en sorcellerie que Daouda Merci. fait à la Oh, police. merci, Alain. Et bon, c'est toi. je peux le comprendre parce que, évidemment, ces 2 prochains jours, ses amis en moto ne circuleront pas parce qu'ils n'ont pas de papier. Maintenant, les policiers font ce travail de contrôle au quotidien. Quand ils arrêtent un véhicule, ce qu'ils appellent le contrôle de routine, c'est quand même le permis, La carte grise. la carte grise, Oui, etc. la- Donc, je dis, là, il y a juste un aspect communication qu'on voit, mais il ne faut pas faire des interprétations en disant, par exemple, que la plupart de ceux qui ont les véhicules aux vitres teintées sont des policiers. Ça, c'est quand même aller sur un chemin qui n'est pas vraiment proche de la vérité. Mais Parce ça, que par vous contre, il y n'avez a eu un pas... communiqué, pour rejoindre Daouda, à ce Oui. propos, il y a eu un communiqué justement de la police. Le communiqué ne vient pas de moi, c'est Voilà, bleu. qui disait que... Oui, qui accuse des policiers, mais ça ne Oui. veut pas dire que tous ceux qui en Côte d'Ivoire ont des véhicules aux vitres teintées sont des policiers. des Il faut pas policiers. non C'est ce plus que j'ai dit, en tirer... Mais si, c'est ce que vous avez dit. Mais C'est partout ce que dans vous le avez monde, il y a dit. la police Attends. des polices. Hein. Ça, Non, c'est mais partout. il avait dit un une grand fois, mot. Évidemment. mais une fois qu'on a dit ça, il nous dit ça pourquoi en fait? Pour dire que il y a beaucoup de policiers qui ont des vitres teintées, c'est ça? Qui ont la ville tétée, qui sont Très dans le bien, transport. on nous dit qu'ils ne doivent pas rouler. Depuis ce matin, il y a une grosse opération, donc finalement tout va bien. Non. Donc, Pour moi, voilà, parce enfin, que... oui, non. parce que... Non, André, parce que de moi, nous j'ai dire... une question je qu'on viens met tous à Daouda, d'accord. lorsque je finisse, Oui. qu'on nous dise que tu nous dises, tu nous rappelles que ce sont des policiers qui sont, on peut le comprendre, ils sont dit, ils assurent l'ordre, donc de temps en temps, leurs collègues qui doivent les contrôler, ils leur disent, ah, c'est capitaine, tant, allez, passez, vite, tentez. On peut le comprendre, mais ce qu'on veut dire aujourd'hui, si on souligne ça, c'est juste pour nous dire que l'opération n'a pas de sens puisque ça concerne les policiers. Mais C'est ça? justement, là où tu ne m'écoutes pas assez, André, c'est que. Non, mais c'est vrai, je te pose la question C'est pour comprendre. qu'on a une fluidité routière aujourd'hui. Les gens sont réveillés le matin, ils ont quitté à Bobo. Donc, ce sont des policiers qui ont laissé leur véhicule à la maison, Je termine, alors. Alain, je termine. Pour dire simplement, ils quittent à Bobo, ils sont allés très facilement au plateau aujourd'hui. Mais demain, on a encore les mêmes embouteillages, les mêmes voitures ne seront plus vraiment contrôlées parce que, comme tout le monde sait, tout à l'heure, vous le Daouda, disiez, vous n'en les savez voitures ne sont rien. pas sorties. Non, les voitures sont pas c'est moi qui sorties. t'ai cédé la parole, tu peux me céder Oui. ce que tu veux dire. C'est pas parce que, et ça je reviens là-dessus, ce n'est pas parce qu'on n'est plus en opération spéciale, c'est ce que ça va tente de dire mes s'arrêter. Voilà, collègues. ça continue. On n'est pas en opération d'accord. spéciale. C'est Soit. comme ce qu'on doit comprendre, Daouda, on l'a dit, chaque fois que des agents de force de l'ordre sont dans l'espace public, ils doivent avoir une mission. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a une communication, mais c'est pour dire que Mais justement, la André- mission globale des forces Mais- qui étaient, par mais exemple, c'est pour- dédiées mais à André- autre chose sera totalement André, dédiée et à ça, c'est justement, tout. je vais poser une question pour l'ensemble du plateau qui va peut-être nous mettre d'accord. C'est la nécessité de cette opération de communication. C'est Aujourd'hui- nécessaire, c'est Pourquoi? totalement nécessaire. Parce Parce que qu'aujourd'hui, il y a c'est plein de important voitures qui sont Exact. abstenues. Mais est-ce que les voitures C'est qui bien. sont Non, abstenues ont été retirées du processus? Donc, allez, je fais le tour du plateau. Nécessité de cette opération de communication, Élysée. Bon, ça a son sens, mais moi je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Parce que si on fait une telle opération et qu'aujourd'hui on constate le résultat de la fluidité, ça veut dire que jusque-là, quelque part, il y a quelque chose qui coinçait. Parce que si aujourd'hui, après une telle communication, on a vu que les véhicules sont sortis
de la circulation et qu'on a vu cette fluidité, ça veut dire que les semaines avant où il y avait des embouteillages et autres, certainement quelque chose n'était pas fait comme il se doit. Ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est nécessaire d'informer la population que voici quelque chose. Ça, c'est dans le code même. Ça veut dire qu'il faut informer d'une opération. Même quand on doit faire les opérations coup de poing, quand on doit faire les opérations même de sécurisation du pays et autres, tout ça, il y a des périodes. En fait, ça fait l'objet d'une communication. C'est important de le dire. Parce que nul n'est censé ignorer la loi après. Donc, c'est important. Daouda? Non, je passe mon tour. Très bien. Non, mais sur cette question, il faut que aussi Daouda et ceux qui pensent que là, on est sur un problème comprennent une chose. Il n'y a pas que les plaques d'immatriculation. Vous savez, on est dans un système, dans un pays où il y a les plaques d'immatriculation avec l'histoire de la carte grise, il y a le permis, il y a les vitres teintées, il y a l'assurance. Oui. Donc voilà, ça veut dire qu'on est quand même face à une situation un peu plus massive que d'habitude en termes de contrôle. Donc évidemment, les filous, ils comprennent que le jour où il y a l'unité de contrôle, de régulation de la situation classique, effectivement, il peut sortir parce que l'unité n'est pas partout. Mais le jour où toute la police prend, j'allais dire, 50% de ses agents commis au contrôle à cet aspect-là précisément, évidemment que ce n'est pas la même attitude. Mais on ne peut pas demander à la police d'être toujours au contrôle des véhicules alors que, excusez-moi, il y a une unité de régulation. Mais justement, le rôle de la police, c'est aussi les crimes d'autre nature. Parce que c'est ça. Parce que s'ils sont tous en train de fouiller, ils sont sur la route en train de chercher les cartes grises, évidemment qu'ils ne seront pas là où ils ont besoin de traquer les braqueurs. Il y a une unité de régulation de la circulation un peu partout qui existe. Kevin, Madame Bleu et Alain, en 2 minutes. Oui, moi je trouve que le communiqué était assez important à titre de prévention et de rappel. Et puis justement aussi, je veux dire, un contrevenant qui utilise, je ne sais pas, moi, une voiture sans plaque d'immatriculation ou qui a une assurance. Certains imaginaient que ce communiqué-là était un peu l'équivalent de dire demain on va à Yopougon pour détruire les fumoirs. Donc pour dire que s'il y avait des gens qui avaient des fumoirs, qui se trouvaient dans les fumoirs, ces personnes arrêtent chez elles pour dire demain passeront. Qu'est-ce qu'on répondait à ça? Oui, mais ces personnes-là, justement, allaient s'abstenir d'aller dans les fumoirs. Et moi, justement, là où je suis un peu titillé, c'est que j'aurais voulu que l'opération soit faite de façon pérenne, comme l'a signifié Élysée. Parce que la faire comme ça, une opération, la faire de façon sporadique, c'est ce qui, moi, me dérange, en fait. Mais sinon, le communiqué m'a pas dérangé. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème à rappeler aux populations d'être en règle, en tout cas aux automobilistes, d'être en règle lorsqu'ils sortent avec leur véhicule, tout simplement. La police est proche des populations. On se plaint du fait qu'il y ait des brebis galeuses au sein de la police, comme tu le dis, mais la police est proche des populations. Elle nous prévient de sortir avec toutes nos pièces. Madame Bleu, j'ai une question. Vous pensez que ce communiqué-là, il y a 2 options. Ce communiqué-là a eu quel effet? De permettre aux gens qui n'étaient pas en règle de se régulariser, ou bien de permettre à ceux qui n'étaient pas en règle de ne pas sortir avec le véhicule. Permettre à ceux qui sont en règle de pouvoir quand même vérifier qu'ils ont toutes les pièces au complet, qui sont en règle aussi avec la réglementation, avant de pouvoir sortir. Mais non, si vous n'avez pas votre visite technique, ce n'est pas ce jour-là que vous allez régler votre problème de visite technique, tout simplement. C'est juste un rappel, ils sont proches de la population. Voilà. C'est votre point de vue, on l'a noté. Alors, termine avec vous. Je ne pense pas que ce communiqué a pu avoir des effets. Moi, la corrélation avec la fluidité de la circulation, tout ça... Du ferrier, n'oublions pas aussi, voilà. parce qu'il y en a qui ont fait le pont, certainement. Je ne peux pas tirer comme ça de conclusion. De Voilà. Mais je pense que ce communiqué n'a pas forcément une utilité importante. Voilà. Parce que les policiers font leur travail au quotidien. Tout ce qui a été énoncé est fait tous les jours par la police. C'est de la communication. Voilà. Très bien. Okay. Bon, les amis, on va évoquer un autre point. Celui-là, c'est un point concernant donc des drones. On va évoquer le point des drones. Ce sont des drones pour acheminer des médicaments dans les hameaux les plus reculés de Côte d'Ivoire. Objectif bâtir donc un système de santé performant, accessible à tous, plus indiqué aux personnes vulnérables dans les zones d'accès réduit. C'est une innovation? Oui, c'est une innovation. C'est aussi une très bonne nouvelle. Voilà, on a l'impression que nos suppliques quotidiennes, en tout cas concernant le secteur médical, se font entendre. En plus, ce sont des drones, de ce que j'ai lu, ce sont des drones de dernière génération, donc qui vont émettre très peu de CO2. Donc, en termes d'environnement et même d'écologie, c'est très bien. Donc, voilà, et surtout que ça participe à une décentralisation médicale. Donc, voilà, quoi. Bon, une chose est sûre, ce projet, en fait, s'inscrit dans le cadre d'un accord que l'État de Côte d'Ivoire, via le ministère de la Santé, avait signé en 2021 avec la société Zipline, puisqu'ils ont le sujet, la question des drones avait été expérimentée déjà au Ghana, au Rwanda et puis au Nigeria, où ils délivraient en fait des médicaments et des produits sanguins
dans les zones les plus reculées. Donc ici, ils se sont installés au niveau du Haut-Sassandra, notamment à Issia, Zoukoube, où ils livrent les vaccins et les médicaments les produits sanguins dans 150 centres de santé. Quand on sait, aujourd'hui, on a parlé sur ce plateau des questions de voirie au niveau de l'ouest du pays. Donc, du coup, là, des lieux où les médicaments rapides peuvent arriver, le drone peut arriver et lâcher le médicament ou le produit sanguin pour aider les gens. Et je pense que c'est une très bonne chose et c'est une initiative à saluer. Oui, c'est une très belle innovation. Comme tu l'as dit, le centre de santé qui a un besoin urgent en sang et qui se trouve dans une zone reculée de la Côte d'Ivoire ou qui a besoin d'un médicament qui est difficile à trouver ou qui est nécessaire, a la possibilité donc d'envoyer un SMS à la structure donc Zipline. Et automatiquement, comme vous le voyez sur les images, l'équipe qui travaille sur les drones se met en position. Elle rentre les informations au niveau de la machine sur la géolocalisation du centre de santé, avec les informations de ce centre de santé et les conditions météorologiques, parce que ça compte aussi les conditions météorologiques. S'il y a du vent, automatiquement, le drone fait demi-tour pour revenir à la base, par exemple. Donc, c'est une très belle innovation qui se fait déjà également au Rwanda. C'est une société américaine, mais qui a déjà eu une très belle expérience réussie au Rwanda. J'avais même eu l'occasion de vérifier, de visiter leur installation dans l'est du Rwanda. Et ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour le bien-être des populations à travers la santé. Peuvent transporter, je crois, 1,5 kg. 1,5 kg de médicaments ou de poches de sang. Ça, en fait, justement, ils ont dit qu'ils allaient, passer de 30 à 50 livraisons, en fait. Donc, du coup, si tu multiplies 1,5 par 50, ça fait beaucoup de kilogrammes. Franchement, enfin, des poches de sang pourront être acheminées dans des zones difficilement accessibles. Moi, ma tante est décédée en couche parce que, justement, elle a accouché dans l'hôpital de Bondoukou. Il n'y avait pas de poche de sang. Elle a dû être mise dans une ambulance jusqu'à la frontière du Ghana et elle est morte, justement, en chemin, quoi, malheureusement. Donc, juste parce qu'il n'y avait pas de sang. Donc, non, mais moi, je pense effectivement que c'est... on doit dire enfin. Il faut que... Et peut-être qu'on n'accélère même pas. Vous savez, il y a des jeunes... Edith, qui fricotent avec les geeks. Ils sont nombreux comme ça, qui ont créé des solutions avec des drones. Le jeune Bilé, WeFly Agri, ils sont pleins comme ça, qui ont des solutions. Je pense qu'il faut qu'à un moment, peut-être que nous, on invente, que le gouvernement invente vraiment un financement de la technologie, enfin un financement pour tout ce qui est tech, pour voir comment on peut pousser la technologie au service du développement et au service de la proximité. Parce que là, ce drone-là, par exemple, il a usage médical pour l'instant, oui, mais il y a des drones, par exemple, pour l'agriculture. Il y a beaucoup de compagnies, et nous, on a présenté même certains dans nos journaux, tout ça. Donc, ils sont nombreux, les jeunes Ivoiriens qui créent, et pour chacun, on peut dédier une application précise. Quand j'ai une application, lui pour la santé, celui-là pour l'agriculture. Vous savez, pour finir là-dessus, dans le domaine agricole, avec WeFly, ils ont réussi à mieux cartographier des plantations, par exemple d'EVA, et à déterminer la productivité, etc., avec les drones. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, et il faut se dépêcher. C'est bien beau, hein, moi je suis d'accord, on peut faire des séminaires à Bassam, à tout frais payé, mais c'est un peu d'argent pour financer les jeunes qui créent, qui ont besoin de... Tu as raison, parce que le domaine de la e-santé bouge énormément en Côte d'Ivoire. C'est important que le ministère et toutes les structures étatiques et même les institutions puissent accompagner ces jeunes qui développent des solutions. Il y a même des solutions qui permettent, par exemple, de pouvoir consulter un médecin à distance, prendre rendez-vous avec un médecin à distance, ou bien même faire une radio, présenter les résultats de sa radio à son médecin qui est peut-être à Abidjan et vous êtes à l'intérieur du pays. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont développées. Maintenant, il faut que ces solutions-là soient vulgarisées pour l'ensemble de la population et qu'elles puissent pouvoir en bénéficier. Et on annonce que le premier hub sera installé donc à Daloa. Élisée ? Oui, je m'aligne sur ce que les uns et les autres ont dit. Moi, je voudrais juste rebondir un peu sur ce que André a dit concernant le fait que peut-être l'État doit financer. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, faut reconnaître que des efforts sont faits dans ce sens. Là, par exemple, je vais revenir un peu sur le programme PEPIT, le programme économique pour l'innovation et le développement des entreprises. C'est un programme que le gouvernement a mis en place justement pour ces gens de structures, pour des PME, pour des petites structures comme ça qui ont vraiment des idées
pour voir dans quelle mesure on peut les accompagner avec le financement et même leur donner des marchés, même leur trouver du financement à l'extérieur. Donc je crois que quand on en parle souvent sur ces plateaux, c'est justement pour attirer l'attention de ces jeunes gens-là que des canaux effectivement existent. Peut-être qu'il faut se rapprocher de ces canaux-là pour avoir le financement parce que cette solution-là, elle est utile pour toute la population. Je ne pense pas que le gouvernement va rester forcément aveugle devant une telle solution, mais peut-être que les gens n'ont forcément pas les retours d'informations. Donc il faut aller vraiment vers ces programmes-là. Pourquoi on étend ça de façon plus large? Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à financer ces compagnies de drones et qu'on en a beaucoup, parce que là, quelqu'un a posé une question tout à l'heure qui a attiré mon attention. Il dit qui finance? C'est-à-dire l'envoi de ces médicaments. Voilà, l'envoi de ces médicaments et autres là. Qui finance ça? C'est vrai qu'on va envoyer des médicaments, mais qui finance l'envoi? Qui finance l'utilisation et autres, tout ça? Il y a une question, une vraie problématique qui est posée encore. Non, mais c'est la même chose de qui finance l'ambulance, quoi. Qui met le carburant dans ça, c'est ça. Enfin, voilà. Après, mais après, vous avez dit quelque chose. Ce qu'André voulait dire, c'est qu'il y a peut-être des solutions qui existent, c'est qu'il souhaite qu'elles soient beaucoup plus élargies. Voilà. Après, c'est des secteurs pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes, donc il est voilà, pour l'instant, il n'y a que 26 drones. On espère qu'on en aura beaucoup plus. Un peu partout en Côte d'Ivoire. Je crois bien. Il faut que ça soit vulgarisé un peu partout en Côte d'Ivoire. Oui, c'est déjà un bon début. Bon, les amis, on marque une courte pause et derrière, nous avons notre grande actu, notre hommage à Maître Agathe Barouan. Et pour en parler, nous serons en compagnie de Maître André Claver, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, et Maître Bougnon Jean-Serge, également avocat, pour un hommage, on aura quand en parler. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie. Et nous ont rejoint sur notre plateau Maître André Claver et Maître Bougnon Jean-Serge. Bonsoir Maître, bonsoir, merci d'être avec nous. Votre présence ce soir sur notre plateau se justifie malheureusement par la disparition de Maître Barouan, Agathe. Et nous avons souhaité vous inviter pour lui rendre hommage, pour parler de cette grande dame, qu'elle a été, qu'elle est toujours, parce qu'elle reste pour toujours dans nos cœurs. André? Non, oui, enfin, pour planter le décor, comme pourrait le faire Élysée, il faut dire déjà que c'est très rarement qu'on parle quand même de certains de nos intellectuels quand ils ne sont pas soit des littéraires ou des hommes politiques ou des artistes. Et je pense que nous, sur ce coup-là, Live TV, on s'est dit, mais quand même, une dame qui a à certains niveaux crevé l'écran, on en a parlé comme une militante du droit, etc. Donc quand elle part comme ça, il faut qu'on en parle. Donc c'est Maître Agathe Barouan qui nous a quittés. Et nous, la première question aussi, je dois poser comme ça, c'était qui cette dame-là au fond? C'était qui cette praticienne du droit? C'était quoi qui fait qu'on pouvait la remarquer ou elle pouvait se démarquer? Par quoi? Je pense que d'abord, il faut. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour les premiers mots de votre intervention en ce qui concerne l'hommage que Live TV rend à cette grande dame. Et je ne peux pas prendre la parole sans quand même remercier les responsables de cette télévision pour l'hommage rendu à notre consoeur. Je l'appelle maman. Maître Barouan, pour parler d'elle, c'est sûr, hein, en l'espace de ce temps, on ne pourrait pas épuiser la personne. C'est une grande dame, on parlerait de Maître Barouan durant toute une journée, une femme d'une simplicité, hein, sa simplicité, c'est ça le contraste. Généralement, les gens qu'on remarque sont des personnes qui sont vraiment, je veux dire, très, très bavardes. Mais Maître Barouan, elle serait ici, qu'on ne la verrait pas tout de suite. D'accord? Elle est une femme effacée. Mais derrière cet effacement-là, il y a une femme, une intellectuelle hors pair. C'est une femme qui a formé de nombreux avocats. Elle est avocate depuis 1985. 1985, donc 37 ans de pratique professionnelle. Et Maître Barouan, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas parler du barreau de Côte d'Ivoire sans parler de cette grande dame. Son passage au Conseil constitutionnel, également, j'ai même envie de dire, révélé au grand public lors du procès du président Gbagbo à la CPI. Oui, je crois que c'est sous cet angle-là que beaucoup d'Ivoiriens la connaissent, avoir été avocat de Laurent Gbagbo depuis Korogo jusqu'à La Haye, et puis avoir été membre du premier conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. C'est comme il a dit, c'est une grande dame, une féministe, une femme attachée à la justice. Ce qui est marquant chez elle,
c'est qu'en même temps qu'elle est intellectuelle, elle est super croyante, elle est pieuse, mais contrairement à beaucoup de personnes, elle vit sa croyance jusque dans son comportement de tous les jours. Quand je le dis parce qu'on connaît des chrétiens du dimanche qui ont un comportement carrément contraire le lundi. Elle vit sa croyance, elle vit sa foi tous les jours. Très bien. Élisée? Voilà, c'est vrai que là, on est en train de parler on est en train de rendre hommage à Maître Agathe, mais les téléspectateurs et certainement moi, on serait intéressés de savoir, vous qui étiez si proche d'elle, qu'est-ce qui, effectivement, a conduit au décès de Maître Agathe? Est-ce qu'elle était malade? Voilà, est-ce qu'elle était malade? Elle avait quoi? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Si ce n'est pas aussi indiscret, en fait. Bon, je ne dirais pas... Je veux dire, on sait qu'elle est décédée à Bordeaux. D'accord. Elle est décédée à Bordeaux, des suites d'une maladie. Je ne vais pas vous cacher que nous étions donc en famille hier. Nous savons un peu plus sur tout cela, mais je veux dire, il y a des choses qui appartiennent à la famille. À la famille. D'accord, on respecte. Est-ce que vous étiez en contact avec elle ces derniers jours, ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont fait penser que elle allait vers sa fin? Est-ce que vous étiez en contact ces dernières semaines avec elle? Moi, personnellement, mon dernier contact avec elle, c'est dans le mois d'août. Le mois d'août où je lui avais envoyé une invitation parce que j'organisais une rencontre le 15 août et je lui disais que Maître Bougnon, Maître Zokou allaient être là et que je souhaiterais donc qu'elle se joigne à eux pour qu'on puisse faire cette cérémonie. Et elle m'avait envoyé un message, mais vous savez, ce message, je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai pas compris. Elle m'a envoyé un message pour me dire que, je paraphrase un peu, pour ne pas que nos affaires abidjanaises la rendent folle, elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée pour une aventure indéterminée. Pour une aventure indéterminée. Bon, elle était coutumière de ces belles phrases. De ces belles phrases. Donc moi, tout de suite, je n'ai pas percuté. C'est après, c'est-à-dire le vendredi, le jour où nous allons apprendre donc cette nouvelle terrible, le vendredi, lorsque j'ai appris cette nouvelle et que j'ai appelé Maître Bougnon et qui m'a confirmé. Dès qu'il a décroché son téléphone, il m'a dit il m'a pas laissé le temps. Dès qu'il a décroché le téléphone, il m'a dit ce que tu as appris, c'est vrai. Et c'est là que je fais un retour en arrière et puis je commence à voir le message qu'elle a laissé. Je commence à remonter nos derniers échanges. Je dis que peut-être que, bon, je ne sais pas. Voilà. Très bien. On va peut-être revenir sur certaines anecdotes, certains points, Alain, mais je voudrais, pour nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas en mémoire parce que c'est difficile d'utiliser le passé pour parler de la dame, qui est Maître Agathe Barouan en vidéo. Il est réuni. Le procureur n'a eu de cesse de proclamer qu'il allait enquêter sur tous les crimes commis en Côte d'Ivoire. Depuis, les populations de Côte d'Ivoire attendent de ne voir rien arriver. Aujourd'hui encore, Yoro, du fond de son village de Satama Sokora, attend. Et il veut que votre cour prenne en compte la réalité des faits dont le procureur ne produit qu'une image brouillée. L'attente de Yoro est aussi celle de Tapé Seri à Nyuboa. C'est aussi celle de Konakisi à Sakassou. C'est aussi celle de Vieux Jean Gay à Broléquin. C'est aussi celle de ces centaines de parents qui attendent toujours sous les Anacadiens du Nord le retour de leur bambin enlevé un matin de septembre 2002. La réalité des faits pour ce monde. On évoquait tout à l'heure l'intervention de Maître Barouan, donc son implication donc, au procès du président Laurent Gbagbo. Daouda particulièrement a un point sur cette intervention, en particulier avant de revenir à Alain. Non, parce que sincèrement, moi, comme je le disais, je ne la connaissais pas comme tu l'as si bien dit. C'est au procès de Laurent Gbagbo que quand je l'ai entendu la première fois, parce que lors du procès, en fait, on a senti que l'accusation ne parlait que des victimes de 2011.
Mais lorsqu'elle a pris la parole ce jour-là, je me suis senti concerné par ce qu'elle disait, parce qu'elle retraçait l'histoire de la Côte d'Ivoire et elle retraçait la sociologie même de l'Ivoirien, en fait. Parce que la crise commençait véritablement... Il est ému, parce que bon, il a vécu des... Non. Donc, Daouda, on aura le temps de revenir là-dessus. Je vais dire, enfin, elle est la sociologie ivoirienne. Maître Baouan, elle est née du Messi. Je me rappelle qu'on partait voir chaque fois le président à Korogo. On faisait une halte au dîner pour voir la première dame. Elle avait ses parents maternels qui étaient non loin de Korogo. Et au retour, quand on devait passer par Gagnon, on s'arrêtait à Saint-Fra parce que c'est là-bas qu'elle a été élevée. Après, on devait repasser par une autre région où elle avait grandi, par Daloa aussi. Elle avait ses parents là parce qu'elle est baronne de par sa mère. Et donc, elle disait toujours qu'elle est un peu le carrefour de toutes ces régions, de toutes ces croyances. Et elle a dit une fois à la au cours d'une audience que ça ne peut pas exister parce qu'elle est le carrefour. Elle est du nord, elle est du sud. De par plusieurs alliances, elle est comme ça. Et donc, c'est ce qu'elle a essayé de démontrer là tout le temps. Et puis, dans sa vie, elle est comme ça. Elle est comme ça, elle ne sait pas faire la différence entre certaines personnes. Peut-être que c'est parce qu'elle est d'origine diverse. Mais en fait, même au-delà de ça, parce que pour avoir travaillé pour la radio internationale des Pays-Bas, l'équivalent de médias France, RFI et autres, au début, toute personne qui partait généralement à la CPI, on parle de Charles Taylor et autres, les gens voulaient qu'on les condamne. Mais les Néerlandais ils étaient étonnés en fait de voir que tout le monde venait pour savoir pourquoi quelqu'un qui est jugé pour crime contre l'humanité, mais les gens viennent pour manifester pour cette personne-là. Et du fait de cela, ils ont créé un média en son temps qu'on a appelé Regard sur Gbagbo. Après, c'est devenu Ivoire Justice. Je pense qu'on vous a interrogé dessus. Et en tant que correspondant de ce média-là, en fait, on a commencé à écrire l'histoire, raconter l'histoire des gens. Et un peu, les Néerlandais ont commencé à comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, la sociologie des gens. Et je pense que, quelque part, c'est grâce à Maître Baouan, en fait, que les gens ont commencé à comprendre, à s'intéresser vraiment à l'histoire sociologique de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci, Maître. Alors, à l'annonce de sa disparition, l'ex-première dame Simone Gbagbo et le président Laurent Gbagbo ont fait part de leurs émotions. Je pense qu'elle a côtoyé, durant ces années de détention, le président Gbagbo. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le type de liens, de relations qui se sont tissés au cours de cette période-là, des anecdotes, etc. Parce qu'on a quand même vu une forme de complicité via la télévision, bien sûr, au moment du procès. J'aime bien faire ça pour ajouter à ce qu'Alain dit. Est-ce que c'est comme ça coutumier pour les avocats d'être liés comme ça à leurs clients? Est-ce qu'il y a quelque chose qui naît ou bien on est face à un personnage un peu, Maître Baron, un peu hors norme de ce point de vue-là? Maître Bougnon, si tu permets, en fait, vous savez, le pénal, lorsque vous faites le pénal, il y a plusieurs disciplines dans la matière juridique. Le pénal vous rend un peu plus proche de l'homme, d'accord? La matière pénale. Vous ne pouvez pas défendre quelqu'un, surtout sur cette longue période, sans qu'il n'y ait de relation, de lien entre vous. Mais avant, comme Maître Bougnon l'a dit, avant même qu'elle n'aille à la Cour pénale internationale, ici, elle était proche du président Laurent Gbagbo. Mais quand elle part, elle est vraiment une pièce maîtresse de l'équipe. Parce que c'est elle, justement, qui va faire comprendre aux autres membres de l'équipe Gbagbo la sociologie de la Côte d'Ivoire. Devant une documentation totalement en déphasage avec la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire, c'est elle qui porte ce message. Mais elle ne le fait pas seulement sur le plan, je veux dire, livresque. Elle vit la chose. Parce qu'elle-même, comme Maître Bougnon l'a dit tout à l'heure, elle est l'expression de cette Côte d'Ivoire plurielle. Nord, Sud, chrétienté, musulmans, au sein de sa famille. Et donc, lorsqu'on lui parle je veux dire, du Nord qui agresse le Sud, ou bien de musulmans contre chrétiens, elle trouve que... alors, donc, elle porte ce message-là au sein de l'équipe Gbagbo. Mais après, quels sont les liens qu'elle tisse avec le président Laurent Gbagbo?
je ne peux pas vous dire véritablement ce qu'ils se disent, mais c'est sûr qu'au cœur de l'équipe Gbagbo, c'était une pièce maîtresse. Certes, qui ne parlait pas tout le Bien temps, sûr. mais derrière, le travail que Maître Barouan faisait était colossal. Pour écrire, pour remettre vraiment les choses en droite ligne, pour cadrer cela avec la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire, elle était véritablement contemporaine. Alors, je voudrais dire tout simplement quelque chose. Là, tout à l'heure, lorsque il y avait cette vidéo qui passait, je vais dire c'est Maître Barouan. Ce que vous avez vu, c'est Maître Barouan. C'est-à-dire une femme qui est attachée à la vérité. Une femme attachée à la vérité. Et ne comptez pas sur Maître Barouan pour venir déformer les choses. C'est pour ça que lorsque Maître Bougnon dit qu'elle vit véritablement sa chrétienté, c'est cela. Mais c'est une avocate qui nous laisse un grand message. D'abord, le message d'une femme humble, l'humilité. Aucun avocat en Côte d'Ivoire ne pourra vous dire qu'il a des problèmes avec Maître Barouan. Aucun avocat. Peu importe les générations. Les jeunes l'appellent, rarement on va vous dire, les jeunes avocats vont lui dire Maître Barouan. Non, non. Ils vous diront toujours, quand ils sont en face d'elle, ils diront toujours maman. Maman. Parce que c'était une mère pour chacun de nous. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un membre de l'équipe Gbagbo, une avocate mais, européenne, mais qui m'écrit, et elle n'aimait pas Maître Barouan. Elle dit maman Barouan nous a quittés. Tout le monde, en tout cas, elle forçait l'admiration et c'était son caractère. Quoi. Alors pardon, Brice, vous parliez des jeunes. Là, c'est un héritage, je pense également. On aura l'occasion de parler de l'héritage, ça va être le but de ma prochaine intervention. Okay. Après la pub, on aura l'occasion d'évoquer l'héritage de Maître Barouan. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. On marque une courte pause, à tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, en compagnie de Madame Bleu, qui est juste à mes côtés ce soir, en compagnie d'Alain Toussaint, André Bois, Daouda. Ça va, retour de... Non, peut-être est-ce que Daouda peut nous expliquer le sens de cette émotion-là? Parce qu'il avait il a une histoire avec... En fait, l'idée, c'est que quand je suivais le procès, puisque je travaillais pour la radio internationale des pays en tant que correspondant, j'ai été à La Haye, j'ai vu le procès un peu de près. Mais à chaque fois qu'on parlait, on ne parlait que de 2011. 2011. Mais lorsque Maître Barouan prend la parole, elle retrace la crise ivoirienne qui... Dans son histoire, elle ne commence pas en 2011, elle commence en 2002. Et du coup, moi, ça m'a replongé à Bouaké, lors du 19 septembre 2002, où on a dû se chercher, marcher, sortir de Bouaké, déplacer des guerres, on se retrouve à Abidjan, on perd 2 années, 3 années à ne pas aller à l'école parce que tu n'as jamais emprunté un bus, tu dois emprunter le bus de Yopougon, on t'envoie d'un collège Abraham à Port-Boué. Donc, du coup, tu perds 2 années. Donc, il y a eu toute cette remontée de... Voilà, très bien. C'est ce qu'il y a... Je peux ou... on va évoquer la question de l'héritage. Ah, d'accord. Juste avant qu'on parte à la pub. Aujourd'hui, selon vous, Maître, quel héritage Maître Barouan, ça va être la question, laisse aujourd'hui pour le barreau, pour la Côte d'Ivoire tout entière, selon vous? Héritage. Moi, je voulais demander, est-ce qu'elle avait laissé, par exemple, des essais ou des livres? Est-ce qu'elle a écrit? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, je ne crois pas. Elle n'a pas écrit. Mais l'héritage est là. Hein. Oui. L'héritage, c'est Maître Bougnon, c'est Maître Indri. C'est des témoignages. Ah, mais oui, parce qu'elle nous a formés au niveau du barreau avant de passer le test. Le CAPA, vous avez une formation. Et elle était vraiment à la formation de ceux qui préparaient l'examen. Aussi, je crois. Donc, elle faisait législation. Législation, et donc elle a formé. Mais au-delà de cela, de cette formation théorique, il y a eu beaucoup d'avocats, de nombreux avocats qui sont passés dans son cabinet en tant qu'avocat stagiaire. Elle a eu affaire vraiment à former des jeunes. Et puis, sa formation aussi, elle, en tant que modèle, modèle de femme qui... Maître Barouan, vous ne pouvez pas être dans une salle d'audience, ressortir alors que Maître Barouan est avocate d'une partie, sans être marquée par ses interventions. Jamais je n'ai vu Maître Barouan, je vais dire, injurier un tribunal. Jamais. Mais les mots qu'elle va sortir pour pouvoir répliquer à peut-être un juge qui a eu, ça arrive, un mot déplacé, je vais dire,
au second degré. Quand Il y avait de la subtilité dans la ces- subtilité. C'est une femme... Elle avait une maestria brillante. dans, oui, dans oui, son non, plaidoyer. mais c'est autre chose. C'est un autre style de plaidoirie. Pas pour, je veux dire, pour haranguer les foules, non. Mais la profondeur qui marque, c'est-à-dire cette hauteur d'esprit, mais dans le calme. Elle vous parle, elle plaide. C'est la maestria. Justement, je me suis posé la question. Vous disiez tout à l'heure qu'elle a marqué un peu des générations d'avocats. Vous particulièrement, qu'est-ce que vous avez tiré d'elle? Est-ce que c'est cette façon de diplomate de pouvoir dire des choses? Je veux lui ressembler. Qu'est-ce que vous avez pris chez elle? Je suis ça. Moi, parce que ce qui me marque chez elle, contrairement à la plupart des juristes francophones, généralement, les juristes francophones, les avocats, ils font beaucoup d'effets de manche. Beaucoup d'effets de manche. Un avocat francophone, il peut te sortir un texte de 10 pages sans aucun fondement juridique. C'est par habitude. Maître Baron est l'une des rares à te demander tous les jours, c'est quoi? Tu sors 2 phrases et tu dis, c'est quoi le fondement? Ouais. Généralement, quand on est arrivé à La Haye, Knops, notre avocat principal, nous le sortait tout le temps. Tu as fait un texte qui est bien écrit. Il te demande, mais tu sors ça d'où? C'est vrai que c'est beau, mais c'est quoi? Jurisprudence, texte des lois, c'est quoi la source? Et c'est ça qui la rend efficace. Parce qu'elle est plongée dans sa loi, elle est plongée dans la législation. C'est vrai qu'elle nous prenait en législation au CAPA, mais c'est vraiment sa grande différence avec beaucoup de confrères ou bien de juristes d'obédience francophone. Ouais, ça, c'est la mauvaise habitude qu'on a. Nous, quand on fait beaucoup d'effets des manches, beaucoup de belles paroles, mais avec rarement des textes. Vous avez parlé d'avocats francophones. Est-ce qu'il y a, je fais une digression, est-ce qu'il y a un style anglophone et francophone? Oui, les anglophones, ils vont toujours se référer. Ils te font pas un paragraphe sans te citer la jurisprudence, ou bien les antécédents, ou bien les textes de loi. Faut des références. Toujours des références. C'est ça. Toujours des références. Contrairement à nous qui pouvons faire 2 pages sans citer, avec de belles phrases. C'est vrai, mais c'est vrai que souvent, on a la loi dans la tête. Puisqu'on va vers la fin, peut-être parce qu'Élisée vous veut parler, je veux sur l'héritage, c'était une femme. Je veux quand même qu'on fasse un clin d'œil à peut-être son combat féministe, c'est vous qui l'avez dit à un moment. Est-ce qu'elle a permis, ou bien à travers elle, beaucoup plus de femmes se sont engagées justement dans le métier, son passage au Conseil constitutionnel, est-ce que ça a créé une vocation, enfin au niveau chez les femmes ou des choses comme ça? Oui, elle avait, je crois qu'elle devait être à sa 2e ONG, je ne sais plus trop, mais elle a créé des ONG. Le problème avec Maître Baron, c'est qu'elle est tellement effacée, elle est tellement discrète. Depuis de 2010 jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'elle ait une seule fois fait une interview, non. Et donc, je pense que le problème, c'est peut-être ça. C'est pour ça qu'elle n'est pas assez connue. Sinon, elle a fait des ONG qui a vraiment aidé des femmes, des orphelins, etc. etc. Ah. Voilà, oui, elle a fait... Je crois que elle devait être à sa 2e ONG. Dernière question d'interview. C'est vrai qu'on a écouté Maître Barouin, on a vu tout ce qu'elle a dit. Vous avez dit un peu son impact sur la sociologie ivoirienne. Aujourd'hui, selon vous, c'est vrai qu'elle ne l'a pas dit, elle est partie, on n'a pas l'occasion de lui poser la question. Mais selon vous, quel message elle voudrait laisser à la nation ivoirienne? Quand on sort d'une situation comme celle qu'on a vécue en 2010 aujourd'hui, quel aurait été le message qu'elle aurait pu laisser aux Ivoiriens? Je crois que c'est la différence entre Maître Barouin et beaucoup de personnes qui côtoient ces milieux politiques. Elle n'a jamais réussi à être militante de qui que ce soit. Elle s'est toujours démarquée. Je veux dire, très souvent, quand on partait en mission à Kourogo, elle et moi, on se moquait de Maître Dako, qui était militant, connu, hein, tout le monde savait. Mais elle n'a jamais été militante de quoi que ce soit. Elle se met toujours à l'écart. Il y a une forme d'indépendance. De telle sorte qu'elle peut être dure avec tout ce que avec même ce qu'elle défend. Voilà, elle prend toujours de la hauteur. Elle n'hésite pas à critiquer quand elle pense que, surtout quand elle pense que le droit est bafoué. Surtout ça.
Très bien. Alors, maître, on va terminer l'interview. Je sais qu'il y aura beaucoup de choses, vous l'avez dit. Et vous saviez de quoi vous parliez tout à l'heure, maître, lorsque vous évoquiez le fait que tout le temps de cette émission ne suffirait pas à parler de cette grande dame. Ouais. On va terminer avec une note de souris, parce que je crois que ça lui aurait fait plaisir. On va regarder ces photos-là. Et il y a une anecdote relative. C'était lors d'un match. Ça, c'est Maître Bougnon qui est derrière. Et voici Maître Barois. C'était, je crois, le 4 juin 2017, la Côte d'Ivoire, match amical contre l'équipe de la Hollande, 5-0. En faveur de la Hollande. En faveur de Orange. On était Orange. On s'est fait la mini. Et vous voyez comment est-ce que Maître Bougnon est habillé. Vous voyez comment moi aussi je suis habillé, bon on ne me voit pas là, et vous voyez comment Maître Barouin est habillé. Alors vous voyez aux couleurs nationales, le message qu'elle laisse, c'est de demander aux Ivoiriens d'aimer leur pays. Et Maître Barouin aimait son pays, vous voyez comment elle est habillée aux couleurs nationales. C'est ça. Elle est en fond des danses. La joie de vivre. Oui, la joie de vivre. Et puis bon, imaginez, elle n'est pas... En tout cas, elle nous laisse un grand message. Un grand message. Ouais. Voilà, on ne va pas l'oublier. C'est ça. Et je vous remercie encore. Je remercie Live TV d'avoir fait vraiment un focus sur cette grande dame. Merci. Parce que ailleurs, on parle de Vergès, mais ici, on peut parler de Maître Barouin. Voilà. J'avais dit une dernière question. Mais je sais qu'Alain, je le fréquente depuis un moment. J'avoue qu'il a une... Bon, je ne sais pas quel type d'influence sur moi, mais je commence à lire dans son cœur. Maître, on ne peut pas vous avoir sans évoquer un tout petit peu du blé goudé. Ça va, le préparatif du retour? Votre sentiment, un tout petit peu en ce moment concernant l'annonce du retour de Charles Blé Goudé, maître? Je pense qu'il a un comité d'organisation qui gère ça très bien. Je sais que vous avez fait le relais. Est-ce que vous vous tenez loin du comité d'organisation? Vous vous dites, moment, mon travail est fini, ou bien vous êtes... Il y a un lien qui fait que vous continuez quand même de vous intéresser à ça? Le travail qui va finir, c'est notre client. On continue toujours de l'assister. On a commencé quelque chose. Mais sur la page de la haie, ce sera véritablement tourné lorsqu'il va rentrer. Et puis, bon, une autre page va s'ouvrir. Nous serons vraiment le sentiment de la mission accomplie. Lorsqu'il viendra, lorsqu'il sera ici, là, la mission sur la haie sera véritablement terminée. Et puis, une autre page va s'ouvrir. Tant qu'il aura besoin de nous, nous serons là. Tant qu'il aura besoin de nous, nous serons là. Moi, je veux dire, moi, c'est un ami depuis le lycée classique, et après la cité de Yopougon, donc je veux dire, c'est accessoirement un client. Ouais, c'est vraiment accessoirement un client, donc je ne sais pas si ça va s'arrêter, je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour. Bon voilà, donc on est juste content qu'il puisse rentrer chez lui, quoi. Très bien, en tout cas, il nous regarde, et tous les jours, il nous regarde. Je crois qu'il sera content de vous retrouver. Merci. Bon. Alors les amis, et puis comme je l'ai dit, on a parlé de Maître Baron. Mais on va avoir une petite note quand même, un petit cadeau qu'on a pour nos invités en général. Il y a sur notre plateau, je ne sais pas s'il est avocat, mais il a la tenue. Maître de Perpignan nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Maître. Voilà, je sais, vous n'avez pas l'air très content. Objection rejetée. Je suis content, ça va. Ça commence comme ça. Très cher collègue, ça va? Oui, ça va très bien. On était au barreau, là. Ouais. Au barreau, oui. Lui, en l'occurrence, ce n'est pas au barreau, il est au baron de Yopougon. De Yopougon. Alors, rapidement, une question pour mes très chers maîtres. Entre celui qui consomme les animaux et celui qui consomme les feuilles, qui détruit la couche d'ozone et qui empire le réchauffement climatique? À vous, maître. Oui, on parle de déforestation. Ouais. Est-ce que... ils ne sont pas avocats. Non, il faut être avocat de tout le monde. Non. Arrive un moment... Oui, mais parce qu'il y a des gens qui sont végétariens. Je pense que vraiment un confrère prêt, le baron, répondrait à cette question. Merci, maître, de fuir la question. Je suis rejeté. Voilà. Parce qu'on dit réchauffement climatique, il y a peu d'arbres.
Mais si vous laissez les gens manger des feuilles, les baouins et autres, on peut tolérer. Mais manger les feuilles de baobab peut détruire les arbres. Et donc, les animaux, bouffer les animaux est mieux que manger des herbes. Donc, les végétariens, on vous guette. Alors, très cher maître, et si, sur le haut parrainage de Boloueux et le bas parrainage de M. Alain Toussaint, voilà. Toujours, on n'a pas de bas. Bravo. Alors, on termine rapidement parce que c'est chaud bouillant, hein, je vous le dis. On demande la Côte d'Ivoire. Je vais te poser une question. Est-ce que la Côte d'Ivoire est athée ou bien croyant? Est-ce que la Côte d'Ivoire, religieusement parlant, on est comment? Non, on dit qu'on est maître. Laïque. On est laïque, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de croyants et puis il y a un peu de moins croyants. Mais s'il y a beaucoup de croyants, pourquoi les gens ne font pas leur visite technique en tant que croyants, des chrétiens, des musulmans qui ont gardé leur voiture parce qu'il y a contrôle. Moi, je dis, je ne peux pas comprendre qu'on se dit on est croyant et on veut contourner la raison. Mon bricot. Oui. Alors, mon bricot, je pars. On dit il y a les drones maintenant qui vont transporter des médicaments. Il faut le dire. Les sorciers étaient en avance depuis parce qu'on lançait des sorts inter-villages et on ne nous a jamais honorés. Cette fois-ci, on dit on envoie drone pour envoyer médicaments. On vous est à l'œil. Voilà. Allez, je vous ai bravo. Très bien. On retrouve Sharon Camara pour le JT. Et juste derrière, nous serons sur notre plateau avec d'autres invités. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des Grands Talks. Merci d'être en notre compagnie. Le JT était présenté par Sharon Camara. Prochain rendez-vous JT, c'est à 12h45 et en compagnie de Jean-Marc Seka. Voilà. André Bois, Élisée Boloube, Sa Majesté Daouda, Kevin Aubin qui nous retrouve. Vous nous avez manqué, Kevin. Monsieur Alain Toussaint, toujours en abacos, général, 5 étoiles. 5 boutons. 5 boutons. 4 étoiles. C'est 5 étoiles que... Général, non. 5 boutons, général 5 boutons. C'est pas 5 étoiles? Non, c'est 4 étoiles. Oui, mais c'est des boutons là. Ah. Dans mon armée. Dans ton armée. Attention aux étoiles, hein. Vous savez où ça conduit après. La guerre des boutons. La guerre des boutons, exactement. C'est une longue guerre d'ailleurs. Hein. Exactement. Bon, les amis, c'est... Ah, vous êtes là? Ben oui, en plus avec cette couleur, tu ne peux pas m'oublier. Ah oui, c'est vrai, c'est vous qui m'avez dit. Et bien sûr, il y a sur le plateau du Grand Talk Madame Bleu. Voilà. Tout le monde vous attend, Madame Bleu. Surtout quand vous êtes en vert. Bon, les amis, pour notre séquence invitée, eh bien, nous sommes en compagnie de M. Paco Matabi, vous êtes président de la coalition des syndicats du secteur public de Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Atabi. Alors, avec vous, il sera question de votre coalition, ses missions, ses objectifs, sa composition. Et le point marquant, ce sera tout à l'heure avec vous, cette fameuse, en tout cas ce fameux prélèvement de 3%. On aura l'occasion d'en parler, parce que vous n'avez pas l'air très d'accord avec ça. Et sur le plateau, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Daouda n'est pas d'accord avec ça. Ah non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que je pars du principe que si les syndicats ont lutté pour tous les fonctionnaires, après, libre aux fonctionnaires en fait, après de cotiser. Mais on ne va pas les prélever à la source pour donner de l'argent aux syndicats. Voilà. Même dans les pays les plus développés comme la France, je ne pense pas que ça se fasse comme ça en fait, là-bas en fait. Que ce soit la CGT, je pense que tu parlais de ça ici la dernière fois, où ce sont les membres qui cotisent une partie peut-être de leur salaire. Et non tous les travailleurs. Et voilà. Bon, je pense que... Très bien. J'ai Madame Bleu. Je vais permettre à Madame Bleu, je me suis rapproché d'elle parce que c'est un avis beaucoup plus... Madame Bleu, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous? Oui, depuis qu'on a eu l'information, on a débattu sur ce plateau et j'ai tout de suite exprimé ma désapprobation parce que je considère cela comme une forme d'impôt, en plus un impôt qui n'est pas sollicité parce que prendre 3,3% sur une prime qui a été obtenue finalement pour les fonctionnaires et qui n'a pas été négociée à la base. Je pense qu'il n'y a pas eu de négociation à la base lorsque ça a été fait et finalement cette prime elle est acquise et on nous J'ai l'impression qu'on braque. C'est une forme de braquage, je suis totalement d'accord. C'est une forme de gangsterisme même. Non, ça va, t'as les grands mots. Franchement, les grands mots. Tout de suite, les grands mots. Non, tu as commencé par braquage, j'ai juste ajouté. C'est la forme d'impôt. Bon.
Très bien, on se tourne vers vous, M. Attabi. Alors justement, votre coalition, celle des syndicats du secteur public de Côte d'Ivoire, comment se présente votre coalition? Quels sont ses objectifs? J'y arrive. Et sa composition? Bien, merci. Notre organisation, c'est la coalition des syndicats du secteur public de Côte d'Ivoire. C'est une organisation composée de 17 syndicats de base qui exercent dans les différents ministères, à savoir la santé, l'éducation, les eaux et forêts, l'économie. Et j'en passe. J'ai l'impression, est-ce que vous me pardonnerez, hein, monsieur Attabi, donc je pense qu'on ne vous entend pas très bien. Je demandais qu'on nous rapporte un micro. Je vais poursuivre mon tour de table, vous avez noté, avec cette situation-là, le temps qu'on vous rétablisse avec votre micro. Oui, je l'ai. Élisée, oui, vous avez le récupérez le micro donc, de monsieur Attabi, s'il vous plaît. Voilà, on va le faire comme ça. Génial, merci beaucoup. Voilà. Allez, ça s'appelle... Tu veux savoir ce commentaire? Ça s'appelle un tourniquet. Il s'appelle un tour micro. Un tour de table. Un tour de table. Allez, vous avez votre micro. J'ai droit à ce gros micro. D'accord. Enfin, vous avez beaucoup de choses à dire et on s'est dit... un micro à la hauteur. À la hauteur de ce que j'avais à dire. Non, mais vous avez déjà tout dit, donc moi je n'ai plus qu'à économiser ce que j'avais à dire. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire a déjà attendu tout ce que j'avais à dire et que j'avais dit. Bon, je disais que notre coalition, c'est la coalition des syndicats du secteur public de Côte d'Ivoire, qui est une organisation constituée de plusieurs syndicats de base qui exercent dans différents ministères. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, il y a la santé, il y a les eaux et forêts, il y a l'agriculture, les ressources animales, et j'en passe. Notre objectif, mais bien entendu, c'est celui que fixe le syndicalisme, tel que l'a créé la CGT depuis 1895, qui est la défense des intérêts et des droits individuels et collectifs d'un groupe de travailleurs. Donc voilà nos objectifs. Très bien. Est-ce que vous avez participé aux négociations? Pourquoi? Parce que je sais que vous n'êtes pas d'accord avec le principe du prélèvement de 3,3%. Donnez-nous un peu votre position sur cette question-là. Oui, tout à l'heure, vous avez dit, qu'est-ce que vous avez participé aux négociations? Nous sommes même initiateurs des négociations. À l'époque, c'était le ministre Issa Coulibaly qui était encore à la fonction publique. Quand nous avons estimé que nous avions des préoccupations pour les fonctionnaires, nous lui avons demandé donc une audience avec la liste des préoccupations des travailleurs du secteur public de Côte d'Ivoire. Et il nous avait reçus. En nous recevant, il y avait également une autre organisation, si je n'oublie, peut-être celle de Nyanya Zadi. Et ensemble, avec l'inspecteur général de la fonction publique, M. Trayo Flavien, nous avons élaboré la première matrice qui a fait l'objet de discussions tout récemment à Grand Bassam et à la primature. Donc, grande a été notre surprise d'avoir été exclu au dernier round de ces discussions. Bon, donc, concernant le sujet qui est le prélèvement... Est-ce qu'avant le sujet, on peut quand même s'arrêter sur ce que vous appelez exclusion? Oui. Est-ce que tout cela ne se mesure pas par votre capacité à avoir des militants, à mobiliser les fonctionnaires? Voilà. Quand vous êtes renseigné, qu'est-ce qui a justifié... Que pèse votre syndicat? Que pèse votre syndicat? C'est la question. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu, comme cela a été le cas dans les pays de la sous-région, ce qu'on appelle les élections professionnelles, qui mesurent la représentativité d'une organisation syndicale. Donc, parler de représentativité relève de l'abstrait. Chacun peut venir dire ici, moi, mon organisation est représentative, mais il faudrait un élément, un indicateur formel pour pouvoir le prouver. Sinon, dans le milieu syndical en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce que pèse l'organisation. Le nombre de membres, par exemple. Non, mais moi, ma vraie question, c'est qu'est-ce qui, lorsque vous êtes rapproché des personnes qui vous auraient exclu, quelle est la raison qu'on a évoquée pour justifier officieuse au moins. Jusqu'à présent, on ne nous a rien dit. Nous étions à une table, là. Nous avons entamé la discussion, nous avons posé des préoccupations, et au dernier moment, une dernière liste de ceux qui doivent aller à Grand Bassam pour discuter sort et la coalition n'en fait plus partie. Bien évidemment que nous nous sommes renseignés, mais jusqu'à présent, nous attendons qu'on nous dise pourquoi. Non, mais ça n'a pas d'importance. Non, mais je disais qu'ils ont barré leur nom. Non, il n'en est rien. Monsieur Attabi, je sais que les décisions ont été faites entre les centrales syndicales. Votre coalition fait partie d'une centrale syndicale, la FESACI, ou pas? Non, notre coalition ne fait pas du tout partie de la... Elle ne fait partie d'aucune centrale syndicale? Oui, je comprends que des camarades veulent tellement affabuler sur notre organisation qu'ils racontent des choses dans la rue. Non, notre organisation, elle est autonome, elle est libre, elle est légale. Je détiens un récépissé
de l'État de Côte Non, vous d'Ivoire. n'appartenez pas à une centrale. Attends, oui. Pas dans une centrale. Est-ce qu'à un certain moment, vous n'appartenez pas, vous ne jouiez pas un rôle Dans une centrale ouais, dans une centrale. Moi, en tant qu'individu, Oui, c'est ça. je suis de la direction d'une centrale. La Laquelle? FESACI dont vous parlez. Oui, La donc, FESA- ok, Oui, la d'accord. FESACI dont vous parlez. Qui a Mais pris part aux travaux de l'organisation que je préside est constituée de bon nombre d'organisations qui ne sont pas à la FESACI. Donc on ne peut pas du coup dire que l'organisation d'Atabi, la coalition à la FESACI. Non, ce n'est pas du tout vrai. non, mais est-ce que tout ça, ça ne crée pas justement une sorte de flou? Parce que vous êtes dans la direction de la FESACI et en même temps, vous avez une organisation qui n'est pas une membre de la coalition à laquelle centrale. que vous présidez. Est-ce que voilà, les militants, finalement, ils sont les parents pauvres, enfin, les militants qui nous ont fait confiance. Est-ce que peut-être vos choix stratégiques ne sont peut-être pas les bons? Non, je vais vous dire, il ne faut pas interpréter les événements de façon sélective. Très bien. Vous parlez de 8 organisations qui sont signataires de la trêve. Mais de 8 organisations, il y a une qu'on appelle la COSIFOSI, qui est dirigée par le camarade Sila Vazimana, qui est l'un des adjoints de Soro Mamadou à la centrale Humanisme. Pourquoi on ne parle pas de lui et c'est de la coalition qu'on parle? Yandi Souroche, est-ce qu'Atabi est un mauvais pion qu'il faut abattre? La question est posée. J'attends toujours les réponses. Alors pour en revenir au sujet qui est la pomme de discorde en ce moment au sein de la famille syndicale, je vais, avant de vous poser ma question, relever déjà que, en l'estat des associations ordinaires et autres, je pense que les syndicats en Côte d'Ivoire, de façon générale, souffrent aussi de l'absence de financement public. Voilà. Et en initiant ce projet de prélèvement, c'est certainement pour répondre à ce souci-là. Mais est-ce que vous pensez que la méthode est la bonne de vouloir imposer un prélèvement? On a déjà votre réponse. Mais comment vous pouvez financer l'activité syndicale quand vous n'avez pas les ressources nécessaires? Parce que, par exemple, quand vous avez des syndicalistes qui sont licenciés abusivement de leur travail, il faut recourir à des avocats, cela coûte de l'argent, etc. Donc, il faut aussi que le syndicat puisse fonctionner. Voilà. Donc, il faut bien de l'argent. Cet argent n'étant pas apporté par l'État, comment vous financez votre activité syndicale et comment vous pouvez trouver un point d'accord avec ceux qui ont initié le prélèvement de 3%? Merci beaucoup. D'abord, il faut savoir qu'il y a des fondamentaux dans le syndicalisme. Selon la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail, un travailleur adhère librement à un syndicat. Le fait d'adhérer librement à un syndicat lui donne l'obligation, selon l'article 4 de cette convention, de se conformer au texte de cette organisation. Ça veut dire que si tu es membre d'une organisation, il faut cotiser. Contribuer. Il faut cotiser pour les activités, pour le fonctionnement du syndicat. Je regrette effectivement que le taux de syndicalisation, selon la Confédération syndicale internationale section Afrique, est de 18% en Afrique subsaharienne. Mais il faut réfléchir à un mécanisme pour susciter de l'engouement chez les travailleurs afin qu'ils militent davantage dans nos organisations. Souvent, peut-être que c'est notre manière de conduire les responsabilités qui nous confient qui les fait reculer. Alors, en ce qui concerne le projet de 3,33% initié par certains de nos camarades, oui, la problématique dans le fond, elle est juste. C'est-à-dire qu'il faut financer les activités syndicales. Mais il y a une procédure légale qui est là. On nous dit qu'il y a une assemblée générale qui a décidé de faire le prélèvement, mais je dis tout de suite qu'une assemblée générale d'une organisation syndicale ne crée pas de loi. Une assemblée générale fait des options dans la panoplie de lois que lui offre la République et à la matière pour qu'une organisation ait accès aux cotisations syndicales d'un travailleur. Il faut d'abord que le travailleur lui-même donne son accord préalable. Absolument. Toute autre option n'est pas saine. Je préfère m'arrêter là pour l'instant. Oui, monsieur, moi j'avais une question très simple. Voilà, on constate des bisbilles entre les différentes organisations syndicales. Bon, ce qui pourrait refléter une sorte d'amateurisme. Est-ce que ces désaccords-là pour vous, est-ce que vous ne pensez pas que c'est faire une part belle à l'État que d'être en désaccord comme ça? Bon, malheureusement, c'est le cas. Nous souhaiterons que ce ne soit pas le cas. Mais vous savez que le syndicalisme est doté de plusieurs écoles. Et certainement, c'est la différence d'école qui crée toutes ces contradictions auxquelles nous assistons. Voilà. Bien évidemment que le plus grand gagnant,
c'est l'État, voilà. Mais il faudrait qu'un jour, on sorte de tout ça, voilà. Monsieur Atabé, qu'est-ce que vous comptez faire finalement parce qu'on a reçu la dernière fois donc, votre collègue syndicaliste. Qu'est-ce que vous comptez faire si finalement cette décision est maintenue? Je ne peux pas dire ici ce que nous comptons faire si cette décision est maintenue. Parce que le seul fait de s'opposer est un combat que nous engageons. Et vous savez qu'au combat, on ne dévoile pas toute la stratégie. Donc ce n'est pas sur un plateau de télévision que je vais déballer toute notre stratégie. Cependant, si, vous pourriez, il serait difficilement compréhensible que les travailleurs, bien qu'ils soient constitués en syndicat, qui n'ont pas accès aux revenus des travailleurs comme eux, puissent prélever leurs revenus. Si c'est fait, le seul responsable, ce sera l'administration. Oui, mais même sur ça, revenons, parce que la question elle est vraiment simple. Vous vous opposez à quoi au fond? Ce sont les 3%, c'est le niveau de ce montant ou c'est la manière? C'est le fait que c'est toi une proposition qui vient d'autres centrales syndicales. C'est quoi en fait le vrai sujet? D'abord, la décision a été prise de façon unilatérale. Non, c'est une proposition. C'est une assemblée générale ou pas? Je répète que la décision d'aller à l'Assemblée générale pour faire la proposition a été prise de façon unilatérale. Vous savez que l'ensemble des travailleurs ivoiriens du secteur public ne sont pas militants de 8 organisations. Il aurait donc fallu aller vers toutes les organisations, mettre la question sur la table pour en discuter d'abord. Une fois que cela est fait comme ça, je reste convaincu que parmi les organisations qu'ils auraient rencontrées, il y aurait eu des propositions beaucoup plus intéressantes. La deuxième chose, on ne peut pas prélever 5 francs sur le revenu d'un travailleur sans son accord préalable. C'est le check-up, tu le dis. Le check-up, c'est une directive de l'UEMOA. En ce qui concerne le Code du travail, il y a l'article 57.1 qui le dit également. C'est avec l'accord préalable et formel du travailleur que l'employeur peut prélever quelque chose sur son revenu, reverser quand vous dites ça, aux organisations. qu'est-ce que, de façon très concrète, ça veut dire que comment on sait, comment le travailleur, là, il donne son accord formel ou pas? Il est sondé individuellement, il est représenté par une centrale qui donne l'avis global. Comment ça fonctionne? Quand on dit son accord préalable et formel, cela veut dire qu'il y a une fiche, dans notre milieu qu'on appelle une fiche de précompte, qu'on donne à nos militants en le sensibilisant du bien fondé voilà, de l'opération. Il a rempli, il donne une copie, il joint une copie de sa pièce d'identité que nous déposons à la solde. Et c'est seulement sur la base de ces 2 documents que la solde fait le prélèvement pour le reverser aux organisations. Voilà comment ça se passe. Ça ne passe pas par les syndicats? Non, ça ne passe pas par les syndicats. Non, ça ne passe pas par les syndicats. Pour dire que chaque travailleur reçoit donc une fiche. Et de son syndicat. De son syndicat. De son syndicat. Très bien, c'est la position. L'organisation va sur le terrain avec des fiches qu'il présente aux travailleurs en les sensibilisant. Monsieur Atabé, moi, je voulais vous poser une question de compréhension, sincèrement. Supposons qu'aujourd'hui, vous ayez pris part aux négociations, qu'on n'ait pas barré votre nom au passage. Est-ce que vous serez en train de tenir ce discours-là ici aujourd'hui? Bon, d'abord, je vais vous dire une chose. Je ne voulais pas le dire, mais je suis bien obligé de le dire. D'abord, en 2010, moi, j'étais membre de la direction d'une organisation qu'on appelle la coordination du second degré de Côte d'Ivoire, dont le leader avait fait un prélèvement de 49 500 000 francs. Pour toucher cet argent à la solde, il a eu besoin de complicité d'éléments qui étaient dehors avec la direction de la solde. Et pour cela, le camarade dont vous avez parlé tout à l'heure, Nyanya Zadi, même s'il faut pas dire, il faut dire son nom et c'est clair, avait été sur, c'est-à-dire que notre EG avait pris Nyanya Zadi comme le trésorier de notre organisation, alors que ce Nyanya Zadi était le secrétaire général d'une autre organisation. Ils sont allés toucher cet argent et lui, Nyanya Zadi, il a emporté 2 millions de francs. C'est des accusations graves quand même. Deuxième fait. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Bien entendu. Nous avons porté plainte. Où vous en êtes aujourd'hui? En 2015, pour des raisons personnelles, quand j'ai pris la direction de notre organisation, j'ai dit, bon, tout ça, il faut laisser tomber. Nous sommes entre nous, les syndicalistes, donc il faut retirer ma plainte. Je vais vous dire une deuxième chose, c'est très importante. Pardon, comme vous avez lancé une accusation, les 49 millions venaient d'où? C'est de l'argent de qui? De l'argent de l'État? C'était quoi en fait? La direction de notre organisation de base avait prélevé 20 000 francs
par militant. D'accord. Sur les salaires des militants retenus pour faire des grèves en 2007, qui venaient d'être reversés en 2010. Très bien. Voilà. La deuxième chose, très rapidement. Très rapidement, parce en qu'il nous 2020, reste 2 minutes avant la fin de l'émission. En 2020, le même Nyanya Jadi, il a voulu prélever 20 000 francs sur le stock des arriérés des enseignants. Il m'a appelé à son bureau, il m'a posé le problème, je lui ai dit non. Il faut aller vers les travailleurs, les sensibiliser. S'ils sont d'accord, on va le faire. Il ne m'a pas écouté, il a prélevé. Quand il a prélevé, mes camarades et moi, nous avons mené des démarches pour mettre fin à ça. Cette année encore, puisque les centrales syndicales qui prennent la parole à la tribune du 1er mai bénéficient d'un financement de 800 millions, qu'ils n'en bénéficient pas, ils ont suscité l'idée d'aller prélever 3,33%, de sorte qu'ils puissent en bénéficier. Non, mais ce n'est pas sain. Donc ce n'est pas parce qu'Atabi ou son organisation est associée ou pas. Non, 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 c'est une question d'éthique. Très bien. Je vous explique le principe. Là, il nous reste 1 minute et j'ai 2 questions. Élisée, 15 secondes pour la question? Oui, même moins de 15 secondes. Aujourd'hui, à combien vous évaluez les 3,3%? Si on doit mettre une fourchette, 12 secondes. Ça représente quoi? Bon, prendre le temps pour aller fouiller, pour évaluer même, on relève de l'incantation, ce n'est pas faisable. Donc vraiment, je ne perds pas le temps à ça. Ok, moi je veux juste savoir qui prélève. C'est l'État qui prélève et qui reverserait au syndicat, c'est ça? En ce qui concerne les travailleurs du secteur public, c'est la direction de la SOL qui prélève pour le reverser au syndicat. Oui, monsieur, vous avez un ton très professoral. On pourrait même dire que votre organisation est la meilleure. 1989 fonctionnaires ont été justement privés de leur salaire parce qu'ils ne se rendaient pas au travail. Si ces gens-là vous contactent par souci de solidarité, est-ce que vous pourriez justement les défendre en tant que syndicaliste? Nous avons décidé de faire du syndicalisme de lutte et nous sommes là pour tenter de défendre les travailleurs qui sont en difficulté. On peut essayer et ne pas réussir, mais si ces personnes-là nous contactent, bien évidemment que nous allons les soutenir. Ils ne viennent pas au travail, M. Atabi. Monsieur Pakom Atabi, merci beaucoup. Vous êtes président de la coalition des syndicats du secteur public de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été à notre compagnie. Non, vous êtes généreux, c'est pas ça. On vous donne rendez-vous demain sur le même plateau, du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.